Si on vous invite, Najat Vallaud-Belkacem, c'est pour parler de votre engagement contre l'extrême pauvreté. Un combat qui vous tient à cœur et ça se sent. Mais je n'en peux plus de voir ces inégalités mondiales qu'on a évoquées tout à l'heure et de comprendre qu'il n'y a ni fatalité ni hasard à cette situation d'extrême pauvreté de certains. Extrême pauvreté, famine, inégalité face aux maladies dans le monde. Quelle solution, Najat Vallaud-Belkacem, peut-on seulement espérer résoudre ces problèmes un jour? Des questions, des causes qui ont du mal à s'inviter dans la campagne présidentielle. La pauvreté n'est pas la marge du système, c'est son cœur. C'est le résultat du système lui-même. C'est le futur promis à la masse de la population. 90 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans l'Union européenne sur 450 millions d'habitants. Ça fait 20% de la population. Je conditionne l'aide au développement. Je veux éradiquer la grande pauvreté dans ce pays. Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes directrice France de l'ONG One, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi ancienne ministre de l'Éducation nationale. Dans votre dernier livre, vous plaidez en faveur d'une solidarité internationale pour un monde sans extrême pauvreté. Un combat loin d'être gagné, près de 800 millions d'êtres humains souffrent de la faim sur la planète. Mais vous continuez d'y croire. On a démontré par le passé qu'on était capable de la réduire, cette extrême pauvreté. On est passé dans les années 90 de quelques 35% de la population qui en souffrait à l'échelle du monde à quelques 10% aujourd'hui. Simplement, avec la crise du Covid-19 et ses conséquences économiques, elle explose à nouveau. On sait qu'on va avoir près de 100 millions de personnes supplémentaires qui vont tomber dans cette extrême pauvreté. Et pour ne rien arranger, vous craignez une famine amplifiée en Afrique, avec un marché des céréales qui s'affole. Conséquence de la guerre en Ukraine, l'Ukraine, la Russie, deux greniers alimentaires qui fournissent au continent africain un tiers de son blé. Alors dans une tribune, vous alertez sur de possibles conséquences en cascade, émeute de la faim, déstabilisation politique des pays fragiles, crise de la dette. Najat Vallaud-Belkacem, dites-nous, comment éviter les émeutes de la faim en Afrique? La souveraineté alimentaire du continent africain est-elle possible? Et votre idée de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde est-elle vraiment réaliste? Nous attendons vos réponses. Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. L'Afrique va payer le prix fort en Ukraine. Écrivez-vous dans l'Obs pour alerter les opinions publiques, mais aussi nos décideurs, nos dirigeants. On va essayer d'y voir plus clair, au fond, sur la crise alimentaire qui se profile avec la flambée des prix des matières premières qui existait déjà avant la guerre en Ukraine et maintenant la fin de l'approvisionnement en blé. L'Ukraine, le grenier à blé de toute l'Europe et de beaucoup de pays en Afrique, on le sait maintenant. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans ce moment qui s'ouvre pour l'Afrique, pour les pays les plus pauvres? C'est normal qu'on ait les yeux braqués sur les premières victimes, évidemment, de la guerre en Ukraine, que sont les Ukrainiens. Voilà, commençons par le dire. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il ne faut pas pour autant qu'on détourne le regard sur toutes les conséquences en cascade. Et en fait, dans les conséquences en cascade, en effet, vous l'avez dit, l'Ukraine et la Russie se trouvent être le grenier à blé du monde. Et en particulier avec ce continent africain pour lequel on nourrissait quand même un certain nombre de préoccupations liées au Covid et à la crise économique qu'a provoqué le Covid, eh bien, en Afrique, vous avez 23 pays qui importent plus de 50% par exemple de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Donc, le fait qu'on soit dans cette crise... ont augmenté de 80% en 6 mois. Absolument, absolument. Sachant que, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, mais déjà avant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, les prix étaient à leur plus haut par rapport aux années 70. Donc vraiment, les denrées alimentaires sont en train de flamber en termes de prix. Très concrètement, ça veut dire des pénuries. Bien des sûr, pénuries. des et donc, pénuries, qui dit pénurie dit risque de famine. Alors, des pénuries, d'ailleurs, pas simplement un renchérissement des prix, mais aussi le fait qu'il y a un blocage des ports de la mer Noire. Donc, du coup, vous avez un certain nombre d'ingrédients, de fertilisants, par exemple, pour les terres, qui ne pourront tout simplement plus passer vers ces pays-là. Donc, ça veut dire engrais, ça veut dire aussi qu'ils ne pourraient pas pallier
au fond à ce manque de céréales directement en produisant eux-mêmes chez eux. Donc c'est ça le sujet. Donc en fait, très concrètement, le Programme alimentaire mondial a alerté il y a quelques jours à juste raison sur le fait qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait 15 millions de personnes supplémentaires qui tombent dans la famine dans les semaines et mois qui viennent. Oui, bien sûr. Quels pays sont les plus à l'échelle mondiale? Par exemple, puisqu'on parlait de la grande dépendance à l'égard des céréales russes et ukrainiennes, vous avez un pays comme l'Égypte qui en importe, 80% de ses importations de blé viennent de ces deux pays-là. Le Soudan, l'Érythrée, le Mozambique. Bon, donc du coup, vous avez cette situation-là. Vous avez aussi tout ce qui est prix de l'énergie, évidemment. De la même façon d'ailleurs qu'en Europe, on est très directement concerné, on le voit, mais ils le sont aussi dans les pays pauvres. Vous avez la question du tourisme qui est en train de, là encore, s'arrêter quasiment, et donc du coup c'est aussi des recettes en moins pour ces pays. Puis vous avez la question de l'accès de ces pays en développement aux capitaux internationaux à un moment donné où tout ça va se transformer en crise financière aussi. Ça veut dire de l'endettement pour des pays qui sont déjà extrêmement endettés. Le ministre de l'Agriculture alerte également, Julien Denormandie, il faut à tout prix éviter des famines dans 12 à 18 mois. Ça laisse peu de temps pour agir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les Nations Unies, j'imagine, ont des programmes alimentaires, mais est-ce que ça veut dire que vous dites, par exemple, toute forme d'embargo sur les matières agricoles, les matières premières, sur les Russes, en particulier le blé, serait totalement catastrophique? Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que vous venez de dire les Nations Unies ont des programmes alimentaires. Donc, à l'échelle des Nations Unies, c'est le Programme alimentaire mondial, le PAM, qui est cette institution qui s'occupe d'aider, humanitairement parlant, les gens qui souffrent de famine. Mais le PAM en question, en fait, plus de la moitié de ses réserves qu'il redistribue aux pays pauvres lui venaient d'Ukraine. Donc en fait, ces réserves-là, il ne les a plus. Il n'y a pas de plan B, oui. Il a en revanche 3 millions d'Ukrainiens supplémentaires à prendre en charge en aide humanitaire. Donc vraiment, on a un gros sujet. Donc c'est bien que le gouvernement français en prenne conscience. Je crois d'ailleurs qu'ils sont même plutôt conscients du fait qu'il va falloir travailler à un mécanisme en fait de solidarité internationale. C'est toujours la réponse lorsque les crises dépassent nos frontières. Et clairement, là, c'est une crise mondiale comme l'était le Covid. Eh bien, concrètement, ça veut dire quoi? Un mécanisme de solidarité internationale. De l'aide au développement. Non, mais ça veut dire déjà mettre en place un système dans lequel, par exemple, les pays acceptent de partager avec les pays voisins qui en auraient besoin leur stock supplémentaire de céréales. Ça, c'est une première chose. Et à l'échelle de l'Europe, ça peut se faire en fait assez facilement. Ça veut dire aussi un mécanisme international dans lequel on envoie un signal positif au marché pour éviter, par exemple, les mesures d'interdiction d'exportation d'un certain nombre de ces céréales que pourraient prendre des pays qui s'inquiéteraient. Ça se décide à quelle échelle, ça? C'est un peu comme l'Europe. C'est un peu comme ce qui s'est fait au sujet du vaccin Covid-19, où petit à petit on a mis en place le fameux COVAX. Vous vous en souvenez, j'étais venue en parler ici, pour finalement redistribuer des stocks excédentaires, en l'occurrence de vaccins. Et bien là, il s'agirait de faire la même chose avec des stocks excédentaires de céréales. Donc en fait, à quelle échelle ça se fait? Il faut le faire d'abord au niveau de l'Union européenne. Il faut qu'il y ait une décision qui soit prise dans ce cadre. Et la France est quand même présidente en ce moment de l'Union européenne. Mais ensuite, c'est à l'échelle du G7, à l'échelle du G20. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne fait rien, vraiment, là, pour le coup, on court à la catastrophe. Et moi, je vous rappelle simplement qu'il y a à peine 10 ans de cela, c'était une augmentation des prix des denrées alimentaires très très importante qui avait conduit au printemps arabe. C'était déjà à ce moment-là une espèce de chaos, des émeutes de la faim, des protestations populaires. Qui dit famine, dit souvent émeute. Voilà. Donc, dans votre tribune, vous alertez aussi sur un aspect plus politique. Vous dites attention, la Russie, elle est déjà très présente en Afrique. On l'a vu avec les milices Wagner au Mali, notamment. Ce sont des pays, et on l'a vu, qui n'ont pas condamné l'invasion russe de l'Ukraine. Pas tous, bien sûr, mais souvent des pays africains, tout est lié. Oui, je crois qu'en effet, ça c'est un point très important. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours qui regarde au fond la guerre médiatique. Enfin, la guerre sous l'angle médiatique. Quand on prend la presse qu'on lit, nous, ici, ou les réseaux sociaux qu'on consulte, on a l'impression que c'est l'Ukraine qui est en train de gagner la guerre médiatique, dans le sens où c'est surtout ces arguments-là qu'on voit, et tant mieux, on n'est pas tant envahi par les arguments pro-invasion russe.
Mais en fait, quand on regarde ce que lisent par exemple les habitants en Afrique ou en Asie ou au Brésil, enfin dans ces pays-là, eh bien en fait c'est la doctrine russe qui est beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux et tous les arguments pro-invasion. Donc en fait, il faut vous alerter aussi là-dessus, parce que l'influence russe est déjà très forte. Une question d'influence russe qui est en train de s'installer là-bas et qui, conjointe à l'influence chinoise, comme vous le savez, l'influence économique chinoise, en fait, va nous amener à avoir deux autocraties qui prennent sur ce continent africain une place que nous aurons laissée parce que nous n'aurons pas été suffisamment solidaires au bon moment. Franchement, sur la question de la gestion des vaccins Covid-19, on ne peut pas dire qu'on ait été parfait, il y a déjà un ressentiment l'Occident sur le sujet. Il y a du ressentiment. Sur le retard, sur les ratés de la vaccination. Et c'est comme ça qu'on en arrive, je le disais, à ce qu'au vote de la résolution de l'ONU condamnant l'invasion russe, eh bien, vous ayez eu 11 pays africains tout de même, et pas des moindres, qui se sont abstenus. Donc ça doit absolument nous alerter, parce que l'Afrique est quand même pas très loin de l'Europe. Si ça doit devenir la nouvelle ligne de fracture du monde, de guerre froide en quelque sorte, ça, ce sera un vrai problème. Merci, et merci d'être revenu justement alerter. Je renvoie à l'ONG One que vous dirigez, à cette tribune dans l'Obs. On aurait aimé vous avoir aussi sur un certain nombre de sujets liés à la présidentielle, l'aide au développement très absente de cette campagne. Mais on va s'arrêter là. Merci à vous, Najat Vallaud-Belkacem. Vous ne voulez pas rester, c'est sûr? Non. Ça va, allez, on passe au scan. On est à